manière, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a plaidé pour l'unité africaine tout en présentant les potentialités de la RDC. C'était lors de sa participation à la deuxième session parlementaire à l'Assemblée ivoirienne où il a répondu à l'invitation de son homologue ivoirien Adama Bictogo. Et puis, point sur la journée internationale des personnes âgées. Elle a été célébrée sous une ambiance festive au Home de Villard de Cabinda dans la commune de Lingouala. Rosie Chioyo et Giscard Tamba nous en feront le récit dans cette édition. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. La question de la révision de la Constitution du 18 février 2006 prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, la UDPS, a exprimé son soutien à cette initiative, soulignant des lacunes qu'il estime nécessaires à corriger. Le secrétaire général et président intérimaire du parti, Augustin Kabouya, a fait cette déclaration lors d'un échange avec des militants évoquant les difficultés liées à la formation du gouvernement dans le cadre actuel. Domomat au commentaire. Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS, a relancé la question de la révision constitutionnelle lors d'une récente rencontre avec ses partisans au siège du parti situé à la 10e rue Limité. Il a critiqué les temps excessifs nécessaires à la formation d'un gouvernement, arguant que les mandats présidentiels de 5 ans s'est réduit en réalité à 3 ans, la dernière année étant souvent dominée par des élections, ce qui entrave le bon fonctionnement gouvernemental. Kabouya considère que la constitution actuelle bloque les chefs de l'État dans l'exercice de ses fonctions. André Alain Atundu Lyongo, ancien cacique de la MP, aurait rapidement emboîté le pas à Kabouya, déclarant que 5 ans est trop court pour un président. Ces prises de position indiquent que la révision constitutionnelle figure parmi les priorités de l'Union sacrée et qu'il est nécessaire d'impliquer tous les acteurs politiques. Selon certains analystes, Kabouya n'en est pas à sa première intervention sur ces sujets. En mars dernier, il avait déjà évoqué la nécessité de réviser la Constitution, ce qui avait suscité des réactions variées. Alors qu'une partie de l'opposition, comme le parti de Martin Fayoulou, s'était fermement opposé à toute modification, d'autres, tels qu'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, avaient exprimé leur soutien, insistant sur la nécessité d'une nouvelle constitution avant d'engager tout dialogue politique. Muzito a par ailleurs également dressé une liste de points constitutionnels devant faire l'objet d'une révision, incluant la répartition des ressources entre le gouvernement central et les provinces, le transfert effectif de compétences aux provinces, le passage à un régime présidentiel, ainsi que des questions de financement des partis politiques. Le mouvement Ensemble pour la République s'était déjà prononcé contre cette révision, arguant que sa présence au sein du Parlement visait justement à empêcher toute tentative de modification constitutionnelle. De même, le parti de l'ancien président Joseph Kabila a exprimé une forte opposition à cette idée. Une des inquiétudes majeures est la crainte d'une éventuelle boîte de Pandore ouverte par une révision, notamment celle d'éventuelles modifications des dispositions limitant les mandats présidentiels qui empêchent un président d'exercer plus de 2 mandats consécutifs. La société civile partage ces préoccupations et appelle à prioriser la sécurité et la stabilité du pays plutôt qu'une redéfinition des règles politiques. Les débats s'intensifient d'autant plus que par les passés, le président Tshisekedi avait adopté des positions fluctuantes lors de ses visites en Europe. À Paris, il avait rejeté les appels à la révision, affirmant que cette décision appartenait à la population et à ses représentants. Pendant quelques jours plus tard à Bruxelles, il semblait plus ouvert à la réflexion sur la Constitution, promettant la mise en place d'une commission à cet effet. Pour l'instant, les positions de certains alliés de taille au sein de l'Union sacrée tels que Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo et Sama Lukonde ne sont pas encore connus, ce qui suscite une grande curiosité quant à l'évolution d'une question qui pourrait redéfinir le paysage politique du pays à l'aube d'un nouveau mandat présidentiel. À présent, je vous laisse suivre les propos de quelques acteurs politiques interrogés au téléphone sur la question de la révision constitutionnelle par Fiston Oleko. De ce qui est du changement de la Constitution, de sa modification ou encore de sa révision. D'ailleurs, il y a déjà certains auteurs qui parlent de la révolution de la Constitution. Mais dans la pratique légistique, tous ces concepts ont quelque part une définition commune. C'est qu'il s'agit de la modification profonde d'un texte de loi ou encore dans le cas d'espèce de la Constitution qui vise à modifier soit l'ensemble des textes censés être touchés ou retouchés ou encore une partie de ces textes-là. Mais lorsque nous nous référons à l'article 218 de notre Constitution du 18 février 2006,
les mécanismes prévus par les législateurs de 2006 et celui de la révision constitutionnelle. Donc, à mon avis, qu'il s'agisse du changement de la Constitution, de la modification ou de la révision, la question primordiale et opportune à ces sujets est que nous puissions réfléchir et voir comment doter la RDC, notre pays, d'une constitution qui peut soit modifier ou changer les régimes politiques si possible, ou encore qui peut garder les mêmes régimes politiques que nous avons actuellement, mais que cela soit une bonne constitution qui, dont certaines dispositions, certains articles seront touchés ou retouchés. Vous savez, c'est pathétique de voir qu'aujourd'hui, les défenseurs de la Constitution, hier, sont en train de vouloir changer la Constitution avec des soubassements politiciens. Ils veulent maintenir le président actuel au pouvoir sans le dire. Ils font croire au peuple que la Constitution poserait problème dans l'action politique de l'Union dite sacrée. Nous constatons juste qu'ils sont incapables de mener une politique avec une gouvernance et un leadership de qualité. C'est ça la véritable raison pour laquelle notre pays est dans les conditions où il est aujourd'hui. En parlant de développement et de partenariat, la scène internationale se mobilise également. La Hongrie veut investir en République démocratique du Congo. Elle va lancer dans les prochains jours un vaste programme fondé sur 3 piliers dont l'économie, la politique et l'infrastructure. C'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui l'a déclaré au cours d'un point de presse qu'il a animé conjointement avec le président Tshisekedi en séjour à Hongrie dans le cadre d'une visite de travail. Le président congolais a insisté sur la nécessité de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Jojo Moulamba. C'est une nouvelle ère qui se dessine dans le cadre de la coopération entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Les deux pays s'engagent à renforcer leurs liens diplomatiques dans plusieurs domaines. Pour preuve, Budapest envisage de lancer dans le tout prochain jour avec Kinshasa un vaste programme. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir 3 piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. Ces pays de l'Europe de l'Est est déterminé à jouer un rôle majeur dans le développement des infrastructures en Afrique centrale en général et en RDC en particulier. Il a déjà investi 600 millions de dollars américains via ses entreprises dans la construction du corridor Zambie-RDC. Pour le président Tshisekedi, le partenariat à nouer avec la Hongrie doit être gagnant-gagnant. Je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Autre grande annonce de cette visite d'État, c'est l'ouverture prochaine de l'ambassade hongroise en République démocratique du Congo, ce qui symbolise un engagement diplomatique plus fort entre les deux nations. Et dans un esprit de coopération régionale, parlons à présent de l'échange diplomatique récent entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, dans une logique de réciprocité après que le président de l'Assemblée nationale ivoirien, Adama Bictogo, ait pris part le 16 septembre dernier à l'ouverture de la session parlementaire de septembre en RDC. Vital Kamerhe vient de rendre l'appareil ce mardi 1er octobre en prenant part à l'ouverture de la 2e session parlementaire à l'Assemblée nationale ivoirienne. Prenant la parole, Vital Kamerhe a plaidé pour l'unité africaine tout en présentant les potentialités de la RDC. Son extrait a été recueilli et sélectionné par Blaise Kozola. Reste unie, dynamique et attrayante pour les investissements étrangers comme nationaux dont le volume
augmente à l'image de la croissance économique que connaît le pays. L'ambition légitime de mon pays pour son développement et pour le bien-être de son peuple n'est absolument pas en contradiction ou en opposition avec le progrès et le développement de nos voisins et de tous nos frères africains. Au contraire, la République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté, dont je vous parle, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat, qu'il s'agisse du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde, ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. 53% de toutes les eaux d'Afrique. Au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 MW potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, à l'échelle internationale, Nicolas de Rivière, le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, a de nouveau lancé un appel à une mobilisation collective de la communauté internationale face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo lors de son intervention le 30 septembre 2024 devant le Conseil qui se penchait sur la situation en RDC. Le porte-parole d'Emmanuel Macron a annoncé que la France a engagé 22 millions d'euros cette année pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire dans la région. Domomat pour le commentaire. Lors d'une récente intervention au Conseil de sécurité de l'ONU, Nicolas Desrivières, représentant permanent de la France, a souligné l'urgence de mettre fin à la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ne laissons pas la crise à l'Est de la République démocratique du Congo devenir une crise oubliée. Il a appelé à mobiliser la communauté internationale face à des besoins aujourd'hui largement sous-financés, insistant sur le fait que la France y contribue à hauteur de 22 millions d'euros cette année. De plus, il a dénoncé les violations des droits de l'homme perpétrées par les groupes armés. Ces exactions, largement documentées, doivent cesser, de même que tout soutien apporté à ces groupes. Tout comme lui, le représentant de l'Angola au Conseil de sécurité a également invité la RDC et le Rwanda à s'engager activement pour consolider les processus de paix en cours. Les efforts de paix déployés par João Lourenço, président de l'Angola, ne seront couronnés de succès que s'il existe un engagement ferme de toutes les parties, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de la préservation du cessez-le-feu. Il a encouragé la cessation immédiate de tout soutien aux groupes armés et a plaidé pour l'approfondissement du dialogue politique afin de résoudre les différends persistants. Concernant la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, Desrivières a plaidé pour une solution politique plus que jamais indispensable. Il a mis en avant la médiation de l'Angola, déclarant que les récents cessez-le-feu est un pas dans la bonne direction qui doit être respecté. Enfin, il a rappelé la nécessité d'un retrait coordonné de la MONUSCO. Pour lui, la capacité des autorités de Kinshasa à prendre en charge la sécurité de l'ensemble du peuple devra être un facteur décisif. Des nouvelles positives en provenance d'Ituri. La vie a repris dans le groupe Montigny à Kilima en territoire d'Irumu et c'est 22 ans après depuis la fuite de la population. Les activités champêtres s'y déroulent normalement et même les écoles et les églises sont opérationnelles selon le chef du groupement et habitants. La reprise de ces activités est le fruit des efforts consentis par le gouvernement militaire dirigé par le lieutenant général
dirigé par le lieutenant-général Johnny Luboya dans le cadre de l'état de siège. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. Ces villages, ces abos en groupement Chinyakilima avaient totalement disparu dans la chefferie des Andisoma. Nos premiers pas dans ces villages ont suscité la curiosité de ces habitants qui ne comprenaient plus rien. Toutes ces maisonnettes n'y existaient pas non plus à cause de l'activisme des groupes armés. Depuis l'instauration de l'état des sièges, les écoles ont réouvert leurs portes. Je vis à Nyakounde, mais je travaille au groupement Chinyakilima, ces abos. En tout cas, nous les remercions. Toutes les autorités militaires, tant que civiles, pour les efforts qu'ils ont fournis pour que nous soyons ici à Chinyakilima. Les activités champêtres ne sont pas du reste. Nous allons normalement au champ, sauf que les animaux ravagent nos cultures, que les gouverneurs ne nous laissent pas. Comme il y a la paix, que ça continue comme ça. Nous ne voulons plus de la guerre. Ici, les obstacles aux activités champêtres sont les animaux qui dévastent malheureusement toutes les cultures pérennes et celles qui ne les sont pas. Vous voyez comme nous sommes entourés par de forêts. Dedans, il n'y a que des animaux. Des gros chimpanzés y existent, même à la taille des vaches. Cela décourage les agriculteurs. Malheureusement, ce sont les animaux qui apportent encore la faim. Luc Malembe, un acteur politique à Ituri, appelle les chasseurs à se déporter dans le groupement Chinyakilima pour soulager ce peuple. C'est des gens qui ont décidé de rentrer chez eux, quelles que soient les conditions, eux-mêmes se sont donné la paix. Après 22 ans d'abandon, les animaux sauvages sont devenus très nombreux ici. J'ai une bonne nouvelle à lancer aux chasseurs de la province. Venez chasser ici à Djibé. Avec la paix renouvelée et la pacification du territoire des Romans, avec comme conséquence les retours de la vie socio-économique, culturelle. Durant l'état de siège, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, est fier et confiant du travail abattu par l'administration militaire à Ituri. Autre chose à présent, après une semaine de détention, la TikTokeuse Maria Tumba vient d'être libérée. La justice n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour justifier son incarcération. Cette affaire, on se rappellera, et bien d'autres avaient suscité beaucoup de réactions sur la régulation des contenus sur les réseaux sociaux. De quoi introduire notre invité avec qui nous allons évoquer les questions liées à la popularité et l'usage des réseaux sociaux. Bonsoir, Monsieur Trésor Kalonji. Bonsoir. Alors, disons que vous vous intéressez énormément aux questions liées à Internet en général et aux réseaux sociaux en particulier. Pourriez-vous nous expliquer d'entrée des jeux pourquoi les réseaux sociaux sont devenus si populaires auprès des jeunes? Merci pour la question. Déjà, les réseaux sociaux sont un espace d'expression et de liberté, si je puis dire. C'est le seul média où les jeunes ont la possibilité de s'exprimer librement, sans entrave, et le fait qu'ils puissent discuter de tout et de rien en fait réellement l'endroit le plus propice où ils partagent le plus de contenu. C'est ce qui rend ce réseau à la fois addictif et populaire en même temps. Mais une petite question de curiosité avant d'évoquer la principale objet de votre présence sur ce plateau. Selon plusieurs études, les femmes sont perçues comme passives en ligne, mais c'est parmi elles qu'on recense les plus d'influenceurs. Comment justifier cela? Oui, et historiquement en RDC, il y a eu plusieurs études qui ont été menées pour comprendre justement sur certains sujets pourquoi les femmes n'étaient pas actives. On l'a surtout dit sur l'aspect politique, pourquoi les femmes ne commandent pas sur l'actualité politique, pourquoi elles ne s'intéressent pas à certains sujets particuliers sur les STEM. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets, la censure, l'intimidation, le harcèlement en ligne. Mais en ce qui concerne ce qui touche à la mode, à ce qui concerne le bien-être, les femmes non seulement sont actives, mais les statistiques publicitaires montrent qu'il y a un retour sur investissement. Lorsque vous investissez dans de la publicité liée à ces domaines, les femmes non seulement réagissent, interagissent, mais également elles consomment. Lorsqu'on fait un suivi
post publicitaire, on se rend compte qu'effectivement que la plupart des femmes qui ont eu accès à un contenu en ligne passent à la caisse lorsqu'il s'agit d'acquérir un produit ou un service. Et c'est ce qui fait justement que les influenceuses dont vous avez parlé sont de plus en plus des femmes, parce qu'elles sont les plus à même de mieux mettre en avant des contenus liés à ces différentes thématiques. Alors venons-en à notre question principale. Nous avons l'impression que le gouvernement adopte souvent une approche répressive face aux dérives sur les réseaux sociaux. Quelles pistes pourrait-il explorer pour régler le contenu publié de manière à éviter par exemple les atteintes à la dignité d'autrui? Bon, déjà, du point de vue législatif, il y a une réponse avec le Code du numérique qui a été promulgué il y a de cela quelques temps, qui réprime tous les abus liés à l'utilisation, disons, négative des réseaux, en ce qui concerne la diffamation et autres. Mais de mon point de vue, je ne pense pas que la répression soit l'arme la plus efficace pour pouvoir juguler. On parle quand même de 6 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux en RDC. Alors, si on doit à chaque fois commencer à réprimer, ce qui est un outil à la disposition, bien sûr, du gouvernement, il est important également de prendre en compte l'aspect de la sensibilisation. Et quand je dis sensibilisation, ne nous contentons pas du traditionnel meet-up où on invite des personnes pour les faire asseoir autour d'une table et réfléchir, ce qui n'est pas mauvais. Mais je pense qu'il y a un grand travail à faire au niveau de la régulation des contenus à travers la modération. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est l'organe qui a en charge la régulation du contenu en ligne, et j'estime qu'il est possible d'utiliser des approches alternatives où on met à contribution ces plateformes, qu'elles soient Facebook, TikTok ou autres, pour que non seulement leurs algorithmes, mais également les modérateurs, pour être plus simple, ce sont les personnes derrière, les humains derrière, qui sont chargés de vérifier si un contenu est conforme aux politiques de leur plateforme. Mais si ces contenus leur sont signalés, mais qu'ils ne sont pas retirés, c'est à se poser la question, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas? Et au fil de temps, on s'est rendu compte que les contenus qui sont modérés sur les plateformes que je viens de citer, lorsqu'ils sont dans nos langues locales, lorsque une influenceuse ou une personne utilise une plateforme pour insulter en lingala, pour insulter en utilisant un argot en swahili ou en chiluba, vous aurez beau reporter cela ou bien signaler cela à la plateforme, ni l'algorithme, ni le modérateur humain ne trouvera quoi y redire. Parce que la personne derrière n'est pas de la RDC, la plupart du temps. Ce sont des gens qui se trouvent en Asie du Sud-Est ou bien dans d'autres pays qui n'ont aucun lien culturel avec la RDC pour comprendre certaines nuances, certaines tournures. Et c'est à ce niveau, je pense qu'il y a un effort à faire au niveau du gouvernement pour approcher ces plateformes, pour faire en sorte qu'il y ait ce multilinguisme qui puisse s'installer. Que les plateformes comme TikTok, comme Facebook, puissent adopter dans leur lexique le lingala, mais pas seulement, d'autres langues, pour que lorsqu'il y a des abus, lorsqu'il y a des gens qui contreviennent aux bonnes mœurs, qu'ils puissent être en mesure de bloquer ces contenus et faire en sorte que ces espaces deviennent de plus en plus sûrs pour les internautes et les socionautes. Voilà, avant de nous séparer, pourriez-vous nous donner un dernier mot sur la notion d'influenceur que nous devons bien cerner? Bon, l'influence sur Internet, beaucoup estiment que cela se mesure par l'audience. Si on a, je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on qualifie de médias, si je ne m'abuse, tous ceux qui ont à partir de 25 000 abonnés. Je ne sais pas, chaque pays a ses normes. Ici également, l'audience est considérée comme étant un indicateur. Mais l'influence, la vraie influence, je pense, c'est en termes de comportement. Lorsque vous avez quelqu'un qui, après avoir mis en avant un produit, on constate que ce produit, ses ventes ont augmenté, ou après avoir mis en avant un concept, on constate que les gens ont adopté telle attitude ou autre, c'est ça la réelle influence. Elle ne se mesure pas seulement au nombre de personnes qui vous suivent. Évitons aussi les pièges des bots, parce qu'il y a des influenceurs qui peuvent avoir X audience, mais la moitié ne sont constitués que de bots. Il y a peu d'humains. L'influence réelle
je pense qu'il faut la mesurer par la valeur ajoutée qu'apporte une personne à votre quotidien, à votre façon de penser, à votre façon de consommer, à votre façon de vous comporter dans la société. C'est ça la réelle influence. Et jusque-là, on a eu à constater, je ne veux pas entrer dans la polémique pour vous dire ici qui est le plus grand influenceur par plateforme, ça serait trop aller en avant. Mais on constate qu'il y a des personnes ici, lorsqu'ils disent un mot, lorsqu'ils posent un geste, la réaction sur l'opinion ou la réaction sur les internautes est immédiate. Et ça se mesure et c'est palpable. C'est ça la vraie influence. Et si on peut encadrer ces personnes à travers des programmes comme le changement de mentalité mené par le ministère de l'Éducation nationale, on pourrait avoir effectivement une réelle remise en marche de notre façon de penser, de notre modèle congolais. Et les influenceurs congolais sur les réseaux sociaux sont les acteurs à prendre en compte dans cette optique et à ne pas négliger. Il faut juste que le cadre et que les conditions avec lesquelles on peut travailler avec eux puissent être bien définies et bien établies. Voilà, merci à vous, Trésor Kalonji, d'avoir éclairé notre lanterne. Poursuivons avec l'actualité et à l'échelle sociale. Nous nous tournons vers la santé à l'occasion de la journée de lutte contre le cancer du sein. La rédaction de Géopolis vous propose un reportage dans lequel nous revenons sur les causes, le diagnostic et la prévention de cette maladie. Suivez. Le mois d'octobre, également connu sous le nom d'Octobre Rose dans le domaine de la santé, est le mois consacré à la campagne de sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein. Instaurée en 1985, cette campagne vise à accroître la sensibilisation à la maladie et à collecter des fonds pour la recherche sur les causes du cancer du sein, sa prévention, son diagnostic, son traitement et sa guérison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 99% des cancers du sein surviennent chez les femmes contre 0,5 à 1% chez les hommes. En République démocratique du Congo, 24% des femmes souffrent de cette maladie. Peu connu des femmes congolaises, le cancer du sein est souvent découvert à un stade très avancé en raison d'un manque de dépistage. Des études montrent que certains facteurs augmentent le risque de cancer du sein, notamment l'âge, l'obésité, la consommation excessive d'alcool, des antécédents familiaux de cancer du sein, une exposition aux radiations, des antécédents gynécologiques comme l'âge des premières règles et la première grossesse, le tabagisme et un traitement hormonal post-ménopause. Près de la moitié de cancers du sein touchent des femmes ne présentant aucun facteur de risque particulier, si ce n'est leur sexe féminin et leur âge plus de 40 ans. Bien que le risque soit accru en cas d'antécédents familiaux, la majorité des femmes diagnostiquées n'ont pas d'antécédents familiaux connus. Le cancer du sein ne présente souvent pas de symptômes au premier stade, ce qui rend la détection précoce fondamentale. À des stades plus avancés, il peut néanmoins provoquer divers symptômes tels que une masse ou un épaississement dans les seins, souvent indolores, des changements de taille, de forme ou d'apparence du sein, des fossettes, des rougeurs, une peau d'orange ou d'autres modifications cutanées, des altérations de l'apparence du mamelon ou de l'aréole et un écoulement anormal ou sanguinolement au niveau du mamelon. Les spécialistes recommandent souvent aux femmes de pratiquer l'autopalpation mammaire, également appelée auto-examen. Ce geste consiste à s'examiner les seins pour détecter d'éventuelles modifications pouvant indiquer un cancer. Cependant, il est conseillé de consulter un spécialiste pour obtenir un diagnostic plus précis. D'une journée internationale à une autre, vieillir dignement, l'importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée internationale des personnes âgées. À cette occasion, une équipe de Géopolis s'est rendue au Home pour personnes âgées de Cabinda. Un reportage de Rosie Chioyo et de Giscard Tamba. L'ambiance était festive, c'est mardi 1er octobre, journée consacrée à la célébration de personnes âgées. Ceux du Home des Cabinda étaient tous sur leur 31 pour célébrer cette journée qui leur est dédiée. Derrière cette image se cache une autre réalité. À en croire la gestionnaire de ces centres. Beaucoup d'entre eux ont été rejetés par leur famille et le centre vit essentiellement dedans. Alors nous récoltons les dons de tout le monde. Vous savez, quand une personne est vieillie, le comportement change.
Ce sont des gens qui ont eu des problèmes avec leur famille biologique. Maintenant, ils sont ici. Alors là, ils sont devenus les enfants de tout le monde. Chaque personne peut venir donner des dons, des biens, tout ça. Et quelque chose pour que nous puissions vivre. Une fois ici, ces personnes âgées retrouvent la joie de vivre, loin des clichés, souvent associés aux établissements pour seniors. Oui, madame, sans prétention, moi je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Vous serez sur place, vous allez les voir, comment elles vivent, ils sont là, ils sont aisés. Bon, ils sont dans la joie parce que nous, on a compris que ce sont des personnes comme nous. Et ils n'ont pas décidé de venir là. C'est le destin qui a fait qu'ils soient là-bas. Un des défis majeurs, selon Madame Cécile, est de maintenir un lien intergénérationnel. Elle mentionne que, bien que la jeunesse ait souvent du mal à accepter la vieillesse, il y a un changement positif. Les jeunes commencent à comprendre qu'ils devront également vieillir un jour, dit-elle. Oui, comme maintenant je suis dans les médias, les jeunes vont aussi voir. Et il y a, moi, ça me surprend des fois. Des fois, je suis dans la joie parce que si cette catégorie de personnes est ici, c'est qu'ils ont eu un problème avec la jeunesse militante. Parce que les jeunes ne supportent pas les vieilles personnes. Mais moi, je trouve que les jeunes ont compris qu'on est avec la vieillesse. Un jour, eux aussi, ils vont vieillir. C'est la raison pour laquelle les liens sont en train de s'établir vraiment en bonne forme. Par ailleurs, malgré l'atmosphère bienveillante du centre, Madame Cécile admet que la gestion des résidents n'est pas sans défi. Les comportements liés à l'âge peuvent parfois compliquer les interactions. Cependant, grâce à une formation en assistance sociale, l'équipe est bien préparée pour gérer ces situations. Cette approche empathique est la clé pour minimiser les conflits et créer un environnement harmonieux. Il n'a pas atteint l'âge de la vieillesse, mais il est mort à 58 ans, 24 heures après le décès de la légende de la NBA, Dikembe Mutombo. Le monde entier et les personnalités tant politiques, culturelles que sportives rendent hommage à celui qu'ils considèrent comme un modèle, tant sur les terrains qu'en dehors, dans sa terre d'origine en République démocratique du Congo. Le regret est total pour celui qui avait encore beaucoup de projets pour le pays. Depuis le lundi 30 septembre, le monde du sport en général et de la NBA en particulier a appris avec une grande amertume le décès de la légende de la balle au panier Dikembe Mutombo de suite d'un cancer du cerveau. Depuis, des hommages fusent de partout. En Hongrie où il se trouve, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au digne fils du pays et à un philanthrope dans l'âme. Plusieurs grandes personnalités du monde entier, tant politiques, culturelles, sociales et sportives, à l'instar de Barack Obama, ancien président des États-Unis, Fally Ipupa, Ferregola, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, mais aussi celui de son fils Ryan, pour ne citer que cela. À Kinshasa, la population n'est pas restée indifférente quant à la disparition de l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Nous venons de perdre une grande légende, non seulement sportive, mais un grand monsieur éducatif. Vous savez, moi je suis ici de l'école William Booth. C'est là où j'ai obtenu mon bac, mon diplôme d'État. Ce que je retiendrai de Mutombo Dikembe, c'est la réflexion de l'université William Booth en tant que ressortissant de là-bas. Donc, ce monsieur, c'est un grand monsieur, une grande légende, un grand baobab. Dans le cas sportif, je dirais encore, j'étais encore gosse, quand le monsieur, par son pivot défensif, a contré Michael Jordan. Là, c'est vraiment, jusqu'à nos jours, dans les mémoires. Michael Jordan, grand qu'il était, basketteur qu'il était, mais Mutombo Dikembe réussit à faire l'exploit du pivot contractif. Donc en tout cas, quant à moi, Mutombo n'est pas seulement congolais, Mutombo c'est un patrimoine international. J'ai même suivi les déclarations de Barack Obama, de l'ex-président Barack Obama, qui continue à jeter des fleurs sur la carrière de Mutombo Dikembe. Rappelons par ailleurs qu'en dehors du terrain, Mutombo Dikembe était un fervent défenseur de causes humaines. L'ambassadeur mondial de la NBA était particulièrement engagé en Afrique, où il a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, notamment la construction des hôpitaux et des écoles en République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec la mort de Mutombo Dikembe, nous allons vous lire le communiqué nécrologique écrit par l'hôpital Biamba Marie Mutombo qui l'a construit.
Communiqué nécrologique, l'hôpital Biamba Marie Mutombo a la douleur d'annoncer le décès ce 30 septembre 2024 de Monsieur Mutombo Dikembe, son fondateur, le visionnaire qui a porté ce projet de la pensée positive à sa matérialisation. Très touché par ce départ, le personnel et toute sa direction ne sauront exprimer toute leur gratitude à l'endroit de cet homme dont l'œuvre fait partie du paysage médical congolais. En attendant le programme officiel des obsèques, l'hôpital tient à rassurer tout son personnel de la continuité de son fonctionnement au service des malades, comme le voulait son fondateur. L'hôpital devait et a déjà atteint la maturité nécessaire pour continuer à fonctionner comme un système autonome, et ce grâce au dévouement de sa direction et son personnel. L'hôpital tient aussi à rassurer le public qu'il respectera le vœu du fondateur, celui d'être accessible, de prodiguer des soins de qualité. La direction. C'est avec ce communiqué que nous allons prendre la page internationale. La Côte d'Ivoire fournit 45% du cacao mondial après le Ghana. Vers la mi-septembre, la nation éburnéenne vient aussi d'augmenter le prix aux producteurs pour l'année cacaoyère 2024-2025. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao percevront 1800 francs CFA par kilo durant la campagne principale 2024-2025 qui s'ouvre ce mardi 1er octobre. Le tarif est en hausse de 20% par rapport au tarif appliqué durant la campagne intermédiaire d'avril à septembre 2024. S'il marque également une amélioration de 80% par rapport au prix appliqué durant la précédente campagne d'octobre 2023 à mars 2024, 1000 francs CFA. Il faut noter qu'il reste largement en deçà des attentes exprimées par les producteurs qui misaient sur un tarif compris entre 2000 et 3000 francs CFA pour les kilogrammes dans un contexte de hausse de prix. Le cours mondial du cacao ont en effet grimpé de plus de 80% depuis les débuts de l'année. Le prix fixé actuellement représente en outre environ 43% du produit mondial actuel à Londres, qui a tourné autour de 5268 livres, soit 7046 $ par tonne à la clôture de la séance du 30 septembre. Avec cette annonce d'un tarif à la tonne de 1,8 million de francs CFA, soit 3055 $, les autorités ivoiriennes s'alignent plus ou moins sur les Ghana, où les prix ont été augmentés de 45% à 48 000 cédis la tonne. Pour les observateurs, cette situation devrait réduire la contrebande entre les deux pays. La relative faible de prix pourrait en revanche stimuler les envois illégaux vers d'autres pays comme le Libéria, la Guinée, le Togo, le Burkina Faso ou même le Mali, comme observé durant la saison écoulée. En 2023-2024, le Ghana a ainsi perdu 160 000 tonnes de cacao. Selon le Cocoa Bond, les pertes pour la Côte d'Ivoire sont estimées entre 150 000 et 200 000 tonnes durant la même saison. Ces trafics illégaux couplés aux intempéries, aux maladies qui ont réduit les rendements, ainsi qu'à l'exploitation minière illégale a conduit à un déficit mondial de 462 000 tonnes durant la saison 2023-2024 qui vient de s'achever selon l'Organisation internationale du cacao. Pour rappel, le Conseil de café cacao prévoit d'offrir gratuitement la couverture maladie universelle aux producteurs durant la campagne café-cacao 2024-2025. Madame, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons notre revue avec Forum des As qui titre sur Jules Alinguete, inspecteur général des finances, cité dans un détournement de plusieurs millions de dollars américains dédiés aux infrastructures via Sicomine. Déjà impliqué dans un vaste scandale de fraude à la TVA, écrit le journal, il est accusé d'avoir participé à la répartition des fonds publics au détriment du pays avec Gulin Nyembo, ancien directeur des cabinets du président Félix Tshisekedi et d'autres intervenants. Cette situation a engendré un immense manque à gagner pour la RDC, notamment après les négociations avec Tekefunguru Mining et la révision du contrat chinois. En parlant d'Alinguete, passons à Le Journal qui annonce l'inauguration le 8 octobre 2024 d'un nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances par le président Tshisekedi. Ces bâtiments, financés à hauteur de 8,4 millions de dollars américains,
marque une étape dans la modernisation de l'IGF. Pendant ce temps, le président est en Hongrie pour signer des accords de partenariat, un sujet traité par le nouvel observateur qui questionne l'impact des temps de déplacement à l'étranger. Bien que des accords aient été signés, l'absence d'effets visibles sur le terrain reste préoccupante, en particulier avec un pays comme la Hongrie, qui n'est pas parmi les plus solides économiquement de l'Union européenne. Les Congolais doivent aussi reconnaître, écrit le tabloïd, leur part de responsabilité dans ces échecs, notamment à cause d'un climat d'affaires peu attractif et de lourdes fiscalités. Info 27 se concentre ensuite sur les débats autour de la révision constitutionnelle, suscitant espoir et inquiétude. Si certains y voient un ajustement nécessaire aux réalités contemporaines, d'autres redoutent une manœuvre pour prolonger le pouvoir en place. Ces débats réveillent des tensions historiques et soulèvent la question de l'équilibre entre modernisation institutionnelle et préservation de la démocratie. Enfin, la prospérité évoque le procès de Charles Onana, écrivain camerounais, qui se tiendra à Paris entre le 7 et 11 octobre. Accusé par plusieurs organisations, dont la FIDH et la Ligue des droits de l'homme, de nier les génocides des Tutsis dans son livre sur l'opération turquoise, ce procès est perçu par Freddy Mulumba, leader de la conscience nationale congolaise, comme une manœuvre de Kigali pour réduire au silence cet intellectuel qui défend la cause congolaise. Voilà qui conclut notre revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Ce journal est presque le rappel de titres. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a plaidé pour l'unité africaine tout en présentant les potentialités de la RDC. C'était lors de sa participation à la deuxième session parlementaire à l'Assemblée nationale ivoirienne où il a répondu à l'invitation de son homologue ivoirien Adama Bictogo. Et puis, point sur la journée internationale des personnes âgées, célébrée sous une ambiance festive au Homme de Veillard de Cabine, la commune de Lingwala. Rosie Chioyo et Giscard Tamba nous en ont fait le récit dans cette édition. C'était avec le même plaisir, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.